je vous propose de continuer sur la question des données. Et comme on a pu le voir aujourd'hui, on est vraiment passé d'un domaine, d'un milieu, en tout cas au milieu de la géomatique, d'un domaine où on avait assez peu de données. Il y a quelques années encore, je me rappelle souvent, je donne cette anecdote, c'est que quand je faisais mes études, j'étais obligé d'inventer plein de raisons pour avoir accès à la base IGN. Et aujourd'hui, on a un volume de données que nous sommes capables de mobiliser, des données ouvertes ou institutionnelles, qui est absolument considérable par rapport à ce qu'on avait auparavant. C'est pour ça qu'il m'a paru intéressant de vous présenter aujourd'hui ce domaine. Donc, c'est un nom un peu pompeux, GeoBusiness Intelligence. Quand le processus de décision s'enrichit de la dimension géographique, on fait abstraction parce que c'est obligé d'être un peu formel pour un titre. Qu'est-ce qui se cache derrière? En fin de compte, c'est deux réalités. La première, donc je l'ai déjà abordée, c'est la donnée. On est passé d'un milieu avec assez peu de données à beaucoup de données. Mais beaucoup de données, c'est aussi beaucoup de bruit. On n'est pas sûr de la qualité de la donnée qui est générée, alors qu'auparavant, on avait peu de données, mais généralement une bonne qualité de données, puisqu'on était producteur de cette donnée. Maintenant, on décide de faire confiance à des contributeurs, par exemple. On décide de faire confiance à d'autres organismes pour nous donner cette donnée, mais on n'a plus forcément cette notion de qualité. En notre bout de chaîne, on a aussi quelque chose qui est particulièrement pénible pour les informaticiens, c'est les utilisateurs. Vous êtes nos bêtes noires, vous, utilisateurs. Parce que vous avez toujours des demandes auxquelles on n'aura jamais pensé. Donc des demandes sur des mobiles, par exemple, ah ouais, mais mon site internet, il ne fonctionne pas bien sur mon téléphone portable. Ouais, mais bon, quand il y a 5 ans je l'ai fait, ça n'existait même pas les téléphones portables. Donc aujourd'hui, on est obligé de se mettre à jour. Et c'est compliqué pour les géomaticiens. On a vraiment une évolution, je trouve, en l'espace de quelques années de notre métier. On est devenu simplement, avant on était gestionnaire de notre petit parc de données et d'applications, à des gestionnaires, non pas uniquement de notre domaine de compétences, mais une vision beaucoup plus large. Et le problème également, enfin ce n'est pas un problème, mais une des contraintes supplémentaires de la donnée géographique, c'est qu'elle a plusieurs dimensions cette donnée. Elle a une dimension qui est spatiale, bien évidemment, c'est son essence, mais elle a une dimension spatiale qui a plusieurs niveaux. On va avoir des données qui sont aussi au niveau du quartier, au niveau de la rue, etc., jusqu'à des données qui vont être agrégées au niveau du département, région, commune. Donc on a une vision qui est plurielle de cette donnée, plurielle au niveau spatial, mais plurielle au niveau temporel aussi. Auparavant, toujours, c'était facile. On avait un millésime de données. Chaque année, on reproduisait une analyse et c'était à peu près bon pour mon chef de service. Aujourd'hui, on a 10 ans, par exemple, de données et les services en question me demandent « Ah, mais maintenant qu'on a beaucoup de données, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des analyses sur les 10 années passées et voir des tendances d'évolution, etc. » Et c'est là que toute la complexité, je trouve, un peu du métier de géomaticien a évolué, c'est qu'on n'est plus uniquement producteur de simples cartes papier. On doit être capable de mobiliser toute cette donnée. Et pour cela, il y a un domaine, en tout cas informatique, qui a longtemps travaillé dessus, donc bien plus précurseur que nous à ce niveau-là, c'est la Business Intelligence. Donc, ils ont développé des outils, tout simplement, des outils qui étaient à même de gérer les différents formats de données, parce qu'avant, on avait du shapefile, on était content, on avait son propre logiciel. Aujourd'hui, il faut travailler avec du shapefile, du tab, des KML, du CSV, etc. Un vrai cauchemar. Les différentes projections, les services, des services web spatiaux, etc. Donc, c'est un cauchemar. S'il faut que je me tape tout à la main, j'en ai pour la journée juste pour récupérer des données. Là, c'est une des premières briques des logiciels de Business Intelligence, c'est ce qu'on appelle les outils ETL, d'extraction, de transformation et de chargement. Tout simplement, ces outils vont me permettre d'extraire de la donnée dans différents formats, de la transformer, c'est-à-dire de l'enrichir, de faire des croisements, soit des croisements simples, soit des croisements spatiaux, et ensuite de les charger, soit dans une base, ou soit en créer d'autres services. Un exemple d'ETL, donc cette présentation se veut essentiellement sur des outils open source, donc il existe d'autres outils ETL, mais je vous présente deux particulièrement. Le premier qui s'appelle GeoKittle, le deuxième qui s'appelle Talend. Et pour certains d'entre vous qui utilisent peut-être, sans le savoir, un outil ETL qui est FME, donc qui est particulièrement puissant, qui est beau, je dirais bien supérieur à Talend et GeoKittle, mais qui est vraiment orienté géomatique. Alors que GeoKittle et Talend sont d'abord des logiciels de Business Intelligence sur lesquels on a rajouté une cartouche spatiale. Pour les non-informaticiens, il n'y a pas de ligne de code, c'est du glisser-déposer, c'est une interface. Je dirais que c'est plus ou moins facile à prendre en main, mais avec un peu d'envie, un peu de maîtrise, c'est assez facilement réalisable, c'est une logique de flux, je fais des lignes entre des boîtes, etc. et j'obtiens un résultat. La deuxième partie, c'est que maintenant que j'ai
homogénéiser ma donnée. Donc j'ai mes différents producteurs de données, j'ai mes institutions publiques, privées, etc., sur lesquelles je suis parti prendre ma donnée. Il ne s'agit pas juste de la stocker, il n'y a pas d'intérêt. Il faut la valoriser. Et cette valorisation passe par différentes formes. Donc je parlais des rapports papier, des rapports sur ordinateur, dans des bases de données, directement aux utilisateurs. Et ça passe par des briques logicielles qui ont été là encore développées essentiellement dans le domaine de la business intelligence. Donc j'en ai listé quelques-uns ici. Board Report, Jaspersoft, Pentao et QLike. Là encore, il y en a d'autres, il y en a énormément, SAP, etc., qui sont dans le domaine plus propriétaire, mais vous avez là les principaux en open source. Donc, pour illustrer un peu cette logique de valorisation de la donnée et ces logiques de business intelligence appliquées à la géomatique, je vais vous présenter deux projets. Le projet qui est vraiment, j'allais dire focusé, c'est focalisé sur l'analyse. Donc, on avait à peu près 10 ans de jeux de données dans le domaine agricole et cet organisme produisait annuellement un rapport sur l'état des lieux, un peu pas du parcellaire, mais de la production agricole à La Réunion. Ça demandait à peu près en ressources humaines 2 personnes pendant à peu près 3 mois, pour, je dirais pas temps plein, mais ça vous donne un ordre d'idée, pour faire les analyses, faire le rapport et le publier. Aujourd'hui, on a fait un gros travail de fond avec cet organisme. On a intégré ces 10 ans de données, donc d'abord avec cette ETL, parce qu'il faut savoir, c'est qu'en 10 ans, le format de données a changé, les tables attributaires ont changé, la manière de nommer les champs ont changé, donc il y a eu un gros travail d'homogénéisation. Ensuite, il y a eu un gros travail d'analyse. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que cette analyse se fait en collaboration avec les utilisateurs, puisque ce que l'on voit au final, c'est ce qu'eux, ils nous ont demandé de modéliser. Donc, avec 2 rendus spécifiques, donc ce que vous voyez en haut à droite, c'est une application web. Tout simplement, une fois que donc là, c'est plus pour les opérationnels, la version web. Les opérationnels s'authentifient sur ce portail, entrent le numéro d'identifiant qu'ils souhaitent visualiser, et à partir de là, ils ont un rapport automatique de l'exploitation de l'agriculteur. Ça leur permet de les guider au quotidien dans leur métier, quand ils doivent faire du soutien en agriculture, quand ils vont voir cet agriculteur. Ils ont de suite une vision de 10 ans de l'expérience, une expérience de 10 ans, ou un peu moins en fonction des données, mais en tout cas, ils ont une visibilité de cet agriculteur sur à peu près 10 ans. Le deuxième, et donc c'est ce que je vous parlais, le rapport annuel qui était auparavant à peu près d'une 40aine de pages, aujourd'hui a été enrichi et il fait 200 pages, beaucoup plus à destination des décideurs, qu'on a enrichi avec des analyses géographiques, donc différents niveaux géographiques, des analyses temporelles, et surtout ce qui est bien, c'est que maintenant il est complètement automatisé. Ça demande à peu près 1 semaine, 2 semaines de boulot pour intégrer les nouveaux jeux, le nouveau millésime de l'année, et on peut générer, je dirais, quasiment automatiquement le rapport annuel de l'organisme. La deuxième chose que je souhaitais vous montrer, qui est moins technique, mais qui peut-être vous parlera plus, c'est tout simplement la complémentarité de ces outils-là qui peuvent être détournés, non pas pour faire vraiment de la business intelligence, mais pour répondre à des besoins concrets que vous pouvez avoir aujourd'hui. Ce projet, donc, on avait des recensements terrain, donc à peu près 150 recensements terrain pour faire des analyses urbaines, et il fallait ensuite traiter ces 150 analyses, faire pour chacune de ces analyses une fiche descriptive du projet. Donc, la personne sur le terrain, quand elle partait sur le terrain, elle avait un questionnaire. Les réponses des questions étaient automatiquement envoyées à une base de données, donc c'est une application mobile. Et ensuite, sur une application QGIS ou web, l'administrateur ASIG avait la localisation de ces enquêtes terrain. Donc c'était la première étape. La deuxième étape, qui était demandée dans ce projet, c'est ce que je disais, était de générer des fiches pour chacune de ces enquêtes terrain. Ces fiches devaient être enrichies, enfin devaient contenir les informations recueillies sur le terrain, mais être enrichies par des informations complémentaires, telles que le numéro de parcelle cadastrale, est-ce que cette enquête, donc l'objet de cette enquête est sur une zone à risque ou non, etc. Et donc là, il y a eu 2 logiques. La première logique, c'est effectivement toujours l'utilisation des outils ETL, donc extraction, transformation et chargement, sur lesquels nous avons fait nos différents croisements, un peu comme dans SIG, et que nous avons stocké en base. La deuxième, qui était certainement la plus chronophage, c'est faire ces 150 analyses terrain, en produire 150 fiches. Et donc là, nous avons détourné un peu l'utilisation
de Bird Report qui permet de faire du reporting pour générer automatiquement les 150 fiches de manière complètement automatisée, sans intervention humaine. Donc là, on a gagné également beaucoup de temps à la personne qui était en charge du projet. En conclusion, donc, il y a toujours des points forts. Généralement, quand les personnes présentent un projet ou présentent un domaine, il n'y a toujours que des points verts. Donc, les points verts sont ceux qui sont là-haut, gain de temps, reproductivité, fiabilité, multiplicité des formats, etc. Donc tout ça, la business intelligence peut y répondre. Moi, ce que j'aimerais pour conclure, c'est mettre un peu en avant ce pourquoi des fois ça ne pourra pas forcément bien répondre, c'est la facilité de mise en œuvre. Donc sur certains aspects, c'est assez rapide à mettre en œuvre, sur d'autres, dès qu'on commence sur les interfaces web, etc., ça peut être très compliqué et chronophage. L'intégration de la dimension spatiale est un peu encore aléatoire, ce n'est pas tous les logiciels qui la prennent bien en compte. Et c'est surtout ce que je vais mettre en avant, c'est les offres qui sont floues, les offres des éditeurs. Donc il y a souvent une partie communautaire, mais ils vendent avant tout du service. Et quand vous vous rendez sur les sites de ces éditeurs, la partie communautaire est rarement mise en avant et c'est souvent l'offre de service. Et là, c'est toujours compliqué de s'y retrouver entre les versions, qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé, etc. Donc je laisse la place aux questions pour ne pas trop dépasser le timing.